Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons aujourd'hui avec nous depuis New York Aaron Maté, journaliste et animateur de l'émission en ligne Pushback with Aaron Maté sur The Grey Zone. Merci d'être de retour dans l'émission. Ravi de vous voir. Oui, le sujet dont je voudrais vraiment discuter avec vous aujourd'hui, c'est celui du Russiagate. Encore une fois, cela remonte déjà à 2016, je suppose, cette théorie du complot selon laquelle Trump était sous la coupe du Kremlin. Cela a encore une fois fait la une des médias. On l'a qualifié de nouveau 11 septembre, de nouveau Pearl Harbor. Cela a contribué à alimenter une ambiance très belliqueuse, à réduire la volonté de diplomatie et, je suppose, à tracer une voie vers la guerre. Mais cela a aussi façonné la posture très agressive des États-Unis en Ukraine. Par exemple, le président de la Commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, a soutenu en 2020 que les États-Unis aident l'Ukraine pour que nous puissions combattre la Russie là-bas, afin de ne pas avoir à la combattre ici. C'est essentiellement un slogan issu de la guerre contre le terrorisme. Donc, je voudrais discuter avec vous de ce que nous savons aujourd'hui, des histoires autour du Russiagate, mais aussi de certaines de leurs conséquences. Encore une fois, cela fait presque une décennie maintenant. Mais qu'est-ce que nous savons réellement du Russiagate? Parce qu'il n'y a pas eu tant de corrections que ça dans les médias. Eh bien, restez à l'écoute pour mon prochain livre, qui sortira plus tard cette année sur ce sujet. Car j'explore en profondeur beaucoup de ce dont vous venez de parler. Comment le Russiagate a alimenté non seulement une théorie du complot absurde, selon laquelle Trump conspirait secrètement avec la Russie et faisait l'objet d'un chantage de sa part, mais aussi une escalade majeure des tensions entre les États-Unis et la Russie, ce qui a contribué à nous mener à la phase actuelle de la guerre en Ukraine. Tout cela trouve son origine dans la campagne de Clinton. Au printemps 2016, ils ont engagé une société appelée Fusion GPS, qui a ensuite recruté Christopher Steele, l'ancien agent du renseignement britannique, pour rédiger un faux dossier alléguant une vaste conspiration entre Trump et le Kremlin, dans laquelle Trump, d'un côté, conspirait avec la Russie tout en étant également victime de chantage de sa part avec une sextape filmée dans une chambre d'hôtel russe. C'était idiot. Mais pourtant, l'ensemble des médias établis aux États-Unis et dans tout le monde de l'OTAN, notamment au Royaume-Uni, l'ont pris au sérieux. Cela a alimenté cette tempête d'insinuations et de théories du complot qui a entouré Trump durant ses premières années au pouvoir et rendu très difficile toute amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, ce que Trump avait pourtant promis pendant sa campagne. Il avait parlé de s'entendre avec la Russie, mais le fait qu'il ait été accusé d'être un agent russe a rendu toute diplomatie pratiquement impossible et l'a incité à suivre l'agenda de ses conseillers néoconservateurs, des gens comme John Bolton et Mike Pompeo, qui voulaient poursuivre la politique américaine de longue date visant à contenir et affaiblir la Russie. Cela l'a donc incité à adopter des politiques bellicistes. Et nous pouvons évoquer toutes les mesures qu'il a prises, qui ont contribué à l'invasion russe de l'Ukraine. Cela a également encouragé les démocrates à détourner le regard et à ne pas prendre au sérieux tous les dangers qu'ils alimentaient en l'accusant d'être un agent russe, tout comme les médias d'entreprise. C'était la tempête parfaite pour que des intérêts privilégiés profitent de cette supercherie. Pour la campagne Clinton, surtout après leur défaite, ils pouvaient ainsi blâmer la Russie plutôt qu'eux-mêmes pour avoir permis à un ancien animateur de télé-réalité de prendre la présidence. Pour les médias, qui avaient encouragé la candidature de Trump, en avaient tiré profit et servent également les mêmes élites qui dirigent la société. Et Trump est quelqu'un qui a su exploiter des dysfonctionnements typiquement américains pour remporter la présidence. Cela représentait un bon moyen d'éviter toute remise en question
ainsi que toute responsabilité, en attribuant la faute à cette vaste conspiration russe visant à installer Trump. Cela renforçait également cette vision élitiste du peuple américain, perçue comme malléable et susceptible d'être manipulée par des adversaires étrangers à travers des publications russes sur les réseaux sociaux et des courriels piratés. Pour l'État de sécurité nationale, ils n'aimaient pas le fait que Trump soit un gestionnaire inadapté de l'empire mondial des États-Unis. Vous savez, il disait les mauvaises choses. Il disait des choses comme « Nous sommes en Syrie pour prendre le pétrole » et non pas « Nous sommes en Syrie pour répandre la démocratie, la liberté et lutter contre le terrorisme ». De plus, il n'aimait pas le fait qu'il parle de s'entendre avec la Russie. L'accuser d'être un agent russe a non seulement permis de saper ses appels déclarés à de meilleures relations avec la Russie, mais aussi de stigmatiser l'approche qu'il défendait publiquement, à savoir la diplomatie et la critique des interventions militaires. Ainsi, au lieu que la critique des interventions militaires soit perçue comme le reflet de l'esprit du pays, où se trouvent de nombreuses personnes, cela aussi finit par être considéré comme de la propagande russe. C'était donc la convergence parfaite d'intérêts puissants derrière cette arnaque. Et cela a alimenté ce scandale ridicule, non seulement à propos de la collusion, que tout le monde sait maintenant être une arnaque totale, même si tout le monde y croit, et à travers tout le spectre politique. Je suis à gauche, et ceux d'entre nous à gauche aux États-Unis qui s'y opposent ou qui la critiquent, on peut nous compter sur les doigts d'une main. Tout le monde s'y est engouffré, parce que, aussi, l'un des atouts du Russiagate, c'est qu'il a exploité les peurs réelles que les gens avaient de Trump, comme ceux qui étaient inquiets de sa diabolisation des immigrés sans papier. Et tous les griefs légitimes que les gens avaient contre Trump ont été canalisés dans cette théorie du complot stupide. Il était donc très difficile de s'y opposer publiquement, mais au moins, l'aspect collusion, plus personne n'essaie de le défendre aujourd'hui. Les gens continuent néanmoins de croire en l'autre aspect du Russiagate, qui est tout autant une arnaque. L'idée d'une ingérence russe, cette vaste campagne d'ingérence russe qui aurait soi-disant lavé le cerveau des Américains pour qu'ils ne votent pas pour Hillary. Cette idée persiste encore, et elle sert l'agenda de diaboliser la Russie et de rendre toute diplomatie avec elle très difficile. Car comment pourrions-nous dialoguer avec un pays qui, soi-disant, tente de détruire notre démocratie à travers des publications sur les réseaux sociaux et en semant la discorde? C'était tout aussi ridicule que l'accusation de collusion. Mais cette idée perdure parce qu'elle sert encore un objectif politique. Diaboliser les relations avec la Russie et avoir un bouc émissaire étranger à qui l'on peut toujours attribuer nos problèmes, afin de justifier, par exemple, la conduite d'une guerre par procuration contre elle. C'est fascinant. Même après que les allégations se sont révélées fausses, le récit a perduré. Nous continuons à parler de la nécessité de défendre notre démocratie contre cette ingérence russe. Ce qui est également préoccupant, je suppose, c'est que tout le concept de propagande a été plus ou moins détourné. Parce que, d'un côté, quels que soient les arguments anti-russes, ils ne rencontrent aucune opposition. The Guardian a soutenu que Trump était un agent des Russes depuis plus de 40 ans. Et, vous savez, Business Insider et CNN ont rapporté que Poutine se baignait dans du sang de reine à cause de superstitions. Le fait est qu'on peut dire n'importe quelle absurdité aujourd'hui, car personne ne veut donner l'impression de défendre la Russie ou Poutine. Donc, si vous pouvez dire qu'il mange des enfants au petit déjeuner, qui s'y opposerait? Personne ne le veut. Apparemment, notre camp n'a pas de propagande, mais il semble que tout ce que dit le camp adverse soit désormais de la propagande. Et j'imagine qu'ils ont imposé cette idée selon laquelle la démocratie n'est pas un ensemble de principes auxquels nous adhérons. À la place,
Il s'agirait pour le gouvernement de nous protéger non seulement contre l'ingérence russe, mais aussi contre les ennemis de l'intérieur, ceux qui sympathisent secrètement avec la Russie. Mais nous avons aussi eu la suite du Russiagate, car lors de l'élection suivante, en 2020, il y a eu le scandale de l'ordinateur portable de Biden. Mais comment était-il possible qu'il n'y ait eu aucune répercussion? Car cela aussi a été discrédité. Mais y a-t-il eu la moindre conséquence? Aucun. Et vous savez, il y a ici un lien énorme avec la guerre en Ukraine, car certaines des figures clés derrière le Russiagate, puis derrière l'Ukrainegate, qui est une suite du Russiagate, lorsque Trump a été destitué pour avoir gelé les livraisons d'armes à l'Ukraine tout en faisant pression sur Zelensky, et ensuite le scandale de l'ordinateur portable de Biden, étaient toutes les mêmes personnes impliquées dans la guerre par procuration en Ukraine. Vous savez, la première personne à avoir envoyé le FBI récupérer le dossier Steele et à rencontrer Christopher Steele, savez-vous qui c'était? C'était Victoria Nuland, la principale responsable du département d'État impliqué dans le coup d'État de Maïdan et une architecte de la stratégie américaine en Ukraine depuis plus de 10 ans, qui consiste à utiliser l'Ukraine pour une guerre par procuration contre la Russie. Donc, Victoria Nuland, en juillet 2016, c'est elle qui a autorisé un agent du FBI à se rendre à Rome pour rencontrer Christopher Steele. Et maintenant, le FBI affirme que cette rencontre n'a rien à voir avec sa décision d'ouvrir l'enquête Trump-Russie. Ils disent que le fondement de cette enquête était un tout autre renseignement, ce qui est vraiment une histoire incroyable. Ils veulent vraiment que nous croyions que des agents du FBI rencontrant Christopher Steele, menant une enquête qui correspondait exactement à son faux dossier, tant sur les personnes visées que sur les pistes suivies, n'avaient rien à voir avec l'enquête Trump-Russie. Et le prétexte officiel qu'ils ont, c'est un commentaire de George Papadopoulos, qui n'était qu'un simple bénévole de la campagne Trump. C'est vraiment une arnaque totale. Et regardez, de quoi Victoria Nuland s'inquiétait-elle à ce moment-là? Pendant la campagne, Donald Trump parlait de coopérer avec la Russie. Il disait aussi des choses comme « Nous ne voulons pas déclencher la Troisième Guerre mondiale à cause de l'Ukraine ». Donc, des néoconservateurs comme Victoria Nuland et d'autres à Washington ont vu cela comme une menace majeure pour leur projet. C'est pourquoi, à mon avis, ils se sont ralliés aussi vite à cette arnaque du Russiagate. Et ils ont été rejoints par des alliés de Trump, comme Lindsey Graham. À l'époque, fin 2016 et début 2017, si vous vous souvenez, il y a eu cette visite tristement célèbre de Lindsey Graham, John McCain et de la sénatrice Amy Klobuchar sur la ligne de front, où le gouvernement issu du coup d'État soutenu par les États-Unis à Kiev menait une guerre contre les rebelles soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine. C'est à ce moment-là que John McCain et Lindsey Graham ont déclaré « 2017 sera l'année de l'offensive. Votre combat est notre combat. La Russie paiera un lourd tribut, comme si ces deux sénateurs américains étaient en quelque sorte des commandants ukrainiens sur le champ de bataille. Que font-ils à encourager les soldats ukrainiens et à leur dire ce qui va se passer? Cela montre à quel point les États-Unis étaient déjà fortement investis dans cette guerre par procuration à l'époque. Votre combat est notre combat. 2017 sera l'année de l'offensive. Nous retournerons tous à Washington et nous défendrons la cause contre la Russie. L'une des choses qu'ils ont dites à l'époque, aussi bien Lindsey Graham que John McCain, c'est que cette opération de piratage russe lors de nos élections constituait une attaque contre notre souveraineté et qu'ils allaient riposter. Ils ont donc reconnu très tôt que ces accusations de piratage russe, ces allégations d'ingérence russe,
pouvaient être utilisés pour faire avancer leur guerre par procuration en Ukraine. Et qu'est-il arrivé lorsque Trump est arrivé au pouvoir? Il a immédiatement fait face à une énorme pression bipartisane pour envoyer des armes à l'Ukraine, que son prédécesseur Obama avait refusé d'envoyer, parce qu'Obama ne voulait pas envenimer davantage la guerre par procuration qu'il avait commencée, par crainte d'escalade, mais aussi par crainte que l'envoi d'armes américaines ne finisse entre les mains de néo-nazis comme le bataillon Azov. Or, Trump, en arrivant au pouvoir, est motivé à prouver qu'il est plus dur qu'Obama, parce qu'il avait une aversion personnelle pour Obama. De plus, tout le monde l'accuse d'être un agent russe. Donc, son ego fragile est désormais poussé à prouver qu'il n'est pas un agent russe. Il va donc le démontrer en envoyant des armes à l'Ukraine, ce qu'il a approuvé à contre-cœur. Et puis, on avance jusqu'à l'échec du Russiagate. En juillet 2019, Robert Mueller témoigne devant le Congrès. C'est le coup de grâce pour le Russiagate. Après qu'aucune accusation ni la moindre preuve de collusion n'a été trouvée, et beaucoup de manipulations ont été utilisées pour accuser la Russie d'ingérence, ce que, comme je l'ai abondamment écrit, aucune preuve ne vient étayer. Et on peut en parler maintenant, mais le fait est qu'il n'y a rien là-dedans. Donc Robert Mueller donne ce témoignage désastreux. Et 1 ou 2 jours plus tard, c'est à ce moment-là que Trump a son appel téléphonique avec Zelensky, où Trump dit à Zelensky qu'il aimerait son aide pour enquêter non seulement sur la corruption des Biden, qu'il a évoqué, il a aussi mentionné qu'il y avait un lien ukrainien avec l'origine du Russiagate. Et il voulait aussi l'aide de Zelensky pour enquêter là-dessus. C'est la partie qui est toujours ignorée dans ce récit. Mais ce dont Trump parlait, c'était des responsables ukrainiens cherchant à impressionner leurs interlocuteurs de l'administration Obama, des gens comme Victoria Nuland et John Brennan, qui étaient profondément impliqués dans le coup d'État de Maïdan. Des responsables ukrainiens ont été impliqués dans l'affaire Russiagate. Ils ont diffusé de la désinformation concernant Paul Manafort, le directeur de campagne de Trump. Et nous avons appris tout récemment, vraiment très récemment, grâce au New York Times, que sur l'allégation principale du piratage russe, John Brennan, le directeur de la CIA, avait utilisé des renseignements ukrainiens pour appuyer cette accusation également. L'Ukraine a donc été impliquée dès le début dans Russiagate. Et c'est précisément ce que Trump essayait de pousser Zelensky à examiner. Car à l'époque, Trump voulait se venger et obtenir des comptes pour cette supercherie qui avait englouti sa présidence. Donc, pour le dire simplement, l'Ukraine était fortement liée à l'affaire Russiagate. Russiagate a encouragé une escalade des tensions en Ukraine et a favorisé le conflit dans ce pays. C'est à ce moment-là que l'on arrive à la première procédure de destitution de Trump. Vous avez mentionné Adam Schiff disant que les États-Unis aident l'Ukraine et son peuple afin que nous puissions combattre la Russie là-bas pour ne pas avoir à la combattre ici. C'était le message de cette destitution, que Trump avait sapé la sécurité nationale en suspendant d'une manière ou d'une autre la livraison d'armes à l'Ukraine. Et le message dominant, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates lors de cette destitution, était que oui, il est bon d'utiliser l'Ukraine pour combattre la Russie là-bas. Il n'y a eu absolument aucun débat à ce sujet. Encore une fois, quelques-uns d'entre nous à l'époque aux États-Unis, vous savez moi-même, Michael Tracy, Max Blumenthal, nous dénoncions cela. C'est comme, pourquoi utilisons-nous l'Ukraine pour combattre la Russie là-bas? En quoi est-ce une bonne chose? Mon mentor, feu Stephen F. Cohen, disait à l'époque que c'était une catastrophe pour Zelensky que les démocrates fassent cela, car il fait désormais face à des menaces de la part d'escadrons de la mort d'extrême droite s'il poursuit le processus de Minsk. Nous devrions le soutenir, pas destituer Trump pour avoir gelé des armes qui alimentent ce conflit. Nous devrions essayer de mettre fin à ce combat
Mais personne ne s'en souciait. Personne ne voulait écouter. Et même si Trump n'a pas été destitué, le message a été renforcé. Il est bon d'utiliser l'Ukraine pour une guerre, par procuration, contre la Russie. Et cela s'est poursuivi lors de l'élection suivante. Ces mêmes responsables du renseignement, qui n'ont subi aucune conséquence pour l'affaire du Russiagate, ont de nouveau tenté de saper Trump. Ils ont accusé la Russie d'être à l'origine de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Cela a également contribué à la défaite de Trump, car ces révélations ont été censurées sous le faux prétexte que l'ordinateur était une opération russe. Ainsi, lorsque Biden prend ses fonctions, il l'emporte grâce à une nouvelle vague d'accusations contre la Russie et de peurs attisées à son sujet. Cela l'incite, même s'il n'en avait probablement pas besoin, à ignorer la diplomatie avec la Russie et à encourager une guerre par procuration qui a débouché sur une invasion russe à grande échelle en février 2022. Oui, ce lien entre Trump, la résistance à Trump et la lutte contre la Russie est vraiment, je pense, au cœur de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais j'ai aussi trouvé intéressant que tu mentionnes leur réaction au scandale de l'ordinateur portable, car les gens oublient que cela relevait clairement de l'ingérence électorale et d'une censure totale. C'est à ce moment-là que les 51 anciens agents du renseignement sont sortis pour affirmer qu'il s'agissait de désinformation russe. Twitter et Facebook ont effectivement bloqué tout lien vers l'article. Je crois même qu'ils ont supprimé le compte du New York Post. Donc, c'est, je suppose, assez inédit dans l'histoire électorale américaine. Mais cela soulève la question de la relation entre les agences de renseignement et les médias, car c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, mais qui, dans une certaine mesure, s'est aujourd'hui banalisé. Autrefois, c'était un scandale si les agences de renseignement infiltraient les médias. Mais aujourd'hui, en 2017, on a vu CNN embaucher l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper. Ils ont recruté Michael Hayden, ancien directeur de la NSA, comme analyste en sécurité. C'est pareil pour MSNBC. Ils ont engagé John Brennan, ancien directeur de la CIA, comme analyste. Autrefois, ce devait rester secret. Et si cela était révélé, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, tout cela se fait au grand jour. Et cela devient un étrange cycle où la communauté du renseignement fournit de fausses informations aux médias, les médias les diffusent, puis les agents du renseignement se réfèrent à ces mêmes reportages auxquels ils ont contribué. C'est tout de même assez extraordinaire. Pensez-vous que cela aura des conséquences durables sur la façon dont les médias et les agences de renseignement fonctionnent? C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai été si ouvertement critique envers le Russiagate, parce que je pensais que cela nous faisait régresser en tant que démocratie. Tout d'abord, il y a énormément de projections dans le Russiagate. Vous savez, cette hystérie autour de l'ingérence électorale. Eh bien, la véritable ingérence électorale, comme vous l'avez souligné, venait d'agents non élus de l'État sécuritaire national, du département d'État et des agences de renseignement qui interféraient dans une élection en présentant un président élu comme un agent russe. Une ingérence électorale flagrante. De plus, en inventant ces allégations, selon lesquelles la Russie aurait lancé une vaste opération d'ingérence, que c'est pour cela que Trump a été élu, et non à cause de la volonté d'un nombre suffisant d'électeurs. C'était donc une ingérence électorale éhontée, et cela continue, car ils n'ont subi aucune conséquence en 2020, avec un autre acte d'ingérence électorale, en affirmant que l'ordinateur portable de Hunter Biden était une opération de désinformation russe. Et oui, cela a conduit, comme vous l'avez dit, à la censure de cette histoire sur des motifs fallacieux, ce qui constitue une forme d'autoritarisme. Exactement ce contre quoi il mettait constamment en garde sous Trump. Ainsi, tout ce qu'il prétendait combattre,
ils le poursuivaient, en réalité, eux-mêmes. L'une des conséquences de cela a été de renforcer l'influence des responsables non élus de l'État de sécurité nationale, qui se sont octroyés le droit d'interférer dans de multiples élections, non seulement dans la démocratie américaine, mais aussi dans la démocratie ukrainienne, après avoir renversé le gouvernement élu là-bas en 2014. En partie, ils ont mené cette escroquerie du Russiagate pour défendre ce projet qu'ils avaient lancé, ce projet antidémocratique qu'ils menaient en Ukraine. Et ce qui s'est passé, et je l'ai vu chez tant de mes amis et collègues de la gauche progressiste dans les médias, c'est que les gens avaient tellement peur de Trump, à juste titre. Et je ne minimise pas le danger qu'il représente, ni les raisons de le craindre. Mais ils ont exploité cela et ont canalisé les griefs légitimes des gens dans, au final, une campagne qui a renforcé le pouvoir des responsables non élus, aggravé considérablement les tensions avec la Russie, incité les gens à voir les faucons de la guerre froide et les néoconservateurs comme les sauveurs de la démocratie, et n'a fait qu'augmenter la polarisation. Parce qu'il y avait aussi tellement de mépris envers les électeurs de Trump, au lieu de toute tentative de comprendre d'où ils venaient, ou s'ils pouvaient avoir des griefs légitimes envers un système qui les avait abandonnés. Tout le monde de leur côté a été accusé d'être un pion de la Russie, et s'est vu dire « Vous êtes tous manipulés par la Russie ». Cela a donc vraiment accentué la polarisation. Cela a révélé, de la part des élites libérales des côtes, un profond mépris condescendant envers les gens ordinaires et une volonté d'adhérer à l'une des théories du complot les plus stupides de tous les temps, à savoir que Trump était victime de chantage de la part de la Russie. Encore une fois, ceux d'entre nous qui remettaient cela en question, on peut nous compter sur les doigts d'une main. Il semblait que, encore une fois, cela avait déclenché une nouvelle vague de néo-macarthisme, c'est-à-dire que toute opposition politique était présentée en fait comme des activités anti-américaines. Oui. Et c'était étrange de voir combien de personnes étaient accusées de cela. Jill Stein, bien sûr, mais aussi Tulsi Gabbard. Même Mitch McConnell a été surnommé Moscow Mitch parce qu'il ne suivait pas la ligne. Je veux dire, vraiment, n'importe qui s'opposant à la volonté politique pouvait se retrouver affublé de cette étiquette. Si vous ne servez pas notre cause, alors vous servez la cause des Russes. Et c'est aussi, je suppose, un thème clé de la période McCarthy originale, c'est-à-dire la capacité à créer cette culture de la peur et à monopoliser ce qui est considéré comme du patriotisme. Parce que c'est aussi quelque chose que l'on observe, je pense, aux États-Unis. Par exemple, cette idée que, vous savez, soutenez les troupes. Si vous vous souciez des soldats, alors vous savez, vous ne remettrez pas en question leur déploiement et vous les laisserez là-bas. D'autres personnes diraient que soutenir les troupes signifie ne les exposer au danger que lorsque c'est nécessaire. Mais vous monopolisez la définition de ce que cela implique de soutenir les troupes. Quoi qu'il en soit, si l'on regarde une partie de l'héritage du Russiagate et où nous en sommes aujourd'hui, nous avons accepté des choses qui auraient été impensables auparavant et qui se produisent désormais. Par exemple, cette attaque très récente menée par un proxy ukrainien contre la force de dissuasion nucléaire russe, attaquant ces bombardiers nucléaires. Auparavant, on aurait pensé que quelqu'un aurait lancé des avertissements en disant « Attendez, c'est insensé ». Mais toutes les limites semblent avoir disparu pendant les années Russiagate. Je ne sais pas comment vous analysez cette situation avec les attaques contre les bombardiers nucléaires et pourquoi il y a une absence totale, semble-t-il, de voix critiques à ce sujet. Juste un petit commentaire sur l'aspect propagande de tout cela. C'est l'une des opérations de désinformation les plus réussies, sinon la plus réussie, des services de renseignement de ces dernières années, bien plus réussie encore que celle de la guerre en Irak.
Pendant la guerre en Irak, il y avait au moins quelques médias qui s'y opposaient ouvertement, comme McClatchy, Night Reader, qui résistait, Democracy Now!, où j'ai travaillé, qui s'y opposait ouvertement, ou encore le magazine The Nation. Mais avec le Russia Gate, si l'on regarde tous ces mêmes médias qui avaient été critiques pendant la guerre en Irak et qui s'étaient distingués par leur esprit d'opposition, The Intercept aussi par exemple, à quelques exceptions près, tout le monde s'est rangé derrière la version officielle. Et ce récit était tout simplement impossible à remettre en question. Et nous, ceux qui le faisions, étions une infime minorité. Et cela montre à quel point cette arnaque du Russia Gate a réussi à convaincre les gens qu'ils s'opposaient à Trump en adhérant à une théorie du complot stupide et en acceptant la doctrine de la guerre froide, ce que cela a finalement encouragé. Et oui, l'un des résultats, c'est que lorsque vous faites de Trump, détesté par de nombreux libéraux, un synonyme de Poutine, puis que vous le destituez parce qu'il a gelé des livraisons d'armes à l'Ukraine, et que vous dites « quelle chose horrible, car il faut combattre la Russie là-bas », et que personne ne remet cela en question, ce que vous faites, c'est renforcer les impératifs des néoconservateurs qui pensent qu'il est formidable que nous ayons une guerre par procuration en Ukraine contre la Russie et qu'il est mauvais d'avoir une diplomatie avec la Russie. Ainsi, lorsque Trump, par exemple, s'est retiré du traité INF pendant son premier mandat à la demande de John Bolton, qui rêve de mettre fin au contrôle des armements depuis toute sa carrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se lève le matin pour pouvoir tuer le contrôle des armements. Tout le monde a bâillé. Personne ne s'en est soucié. Cela n'avait tout simplement aucune importance. Car les gens étaient encore plus préoccupés par ce faux scandale d'ingérence et de collusion russe autour de Trump que par le fait que Trump mettait réellement fin au contrôle des armements et augmentait les tensions avec la Russie. Cela a donc encouragé un climat macartiste et belliciste, rendant la diplomatie avec la Russie impossible. Et cela a contribué à créer le climat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où les gens ne se sentent pas à l'aise de remettre en question l'orthodoxie dominante de la guerre par procuration, de peur d'être accusés d'être pro-Trump ou pro-russe. Et c'est pourquoi personne ne parvient à réfléchir clairement aux conséquences de ce que nous avons soutenu en Ukraine, ce qui a désormais conduit à cette opération audacieuse des Ukrainiens qui cible les avions stratégiques russes. Permettez-moi de vous interroger à ce sujet. Je suis curieux de connaître votre avis. Il s'agit clairement d'un énorme succès en matière de renseignement militaire pour l'Ukraine. C'était une opération très audacieuse. En tant qu'opération de renseignement, c'est assez impressionnant. Mais en quoi la destruction d'avions stratégiques russes, peu importe combien l'Ukraine en a réellement détruit, va-t-elle aider l'Ukraine dans la guerre contre la Russie? Une guerre qui se joue principalement au sol, où la Russie conserve l'avantage. Nous avons constaté cet avantage puisqu'ils ont pris 20% du territoire ukrainien et continuent d'avancer. Et l'Ukraine a du mal à renouveler ses effectifs parce qu'elle manque tout simplement de population, surtout comparée à la Russie. Eh bien, je ne pense pas que cela aide beaucoup sur le front, si tant est que cela aide. Je crois que c'est surtout une question d'image, car une préoccupation majeure de l'administration Trump ici, c'est, vous savez, nous ne voulons pas risquer de nous retrouver dans une guerre nucléaire avec les Russes. Et puis, les Russes sont trop puissants. Ils sont en train de gagner. Mais donc, vous savez, du point de vue de Zelensky, je suppose que l'essentiel qu'il veut communiquer, c'est que les Russes sont plus faibles qu'ils n'en ont l'air, et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur des forces nucléaires russes. Il y a aussi quelque chose qui vient des États baltes, d'ailleurs. Et, vous savez, cette idée selon laquelle il est dépassé de s'inquiéter d'une guerre nucléaire, personne ne va s'en servir. Donc oui, frapper ces forces
est censé convaincre ou ouvrir la porte aux pays occidentaux pour, par exemple, que les Allemands envoient soudainement des missiles Taurus. Ce n'est plus si grave, parce que, vous savez, nous pouvons attaquer leurs forces nucléaires et ils ne feront rien. Voilà pourquoi c'est aussi un pari tellement absurde, car c'est exactement franchir cette énorme ligne rouge est quelque chose qui vise à établir un précédent. Alors maintenant, nous pouvons faire cela. Mais pourquoi les pays occidentaux ne peuvent-ils pas envoyer des missiles pour que nous puissions attaquer leurs forces nucléaires? Cela met donc beaucoup de pression, bien sûr, sur les Russes, car la dissuasion de la Russie est désormais très affaiblie. Ils doivent rétablir cela. Que se passerait-il si vous pouviez attaquer les forces nucléaires russes sans qu'il y ait de réaction? Ce serait une crise pour la sécurité russe. Donc encore une fois, c'est très récent, mais je n'arrive pas à imaginer qu'ils ne ripostent pas de manière très puissante. Mais c'est aussi assez préoccupant si l'on pense à ce que serait l'implication occidentale, car selon les Ukrainiens, la planification dure depuis plus d'un an. Sommes-nous vraiment censés croire que ces forces anti-russes, que ce soit à Berlin, Paris, Londres ou Washington, moussant de haine contre la Russie, qu'aucune d'entre elles n'a eu la moindre implication, aucune connaissance? Et si ce conte de fées n'est pas vrai, qu'ils savaient et ont peut-être même soutenu cela, eh bien, je pars du principe qu'ils l'ont soutenu. Nous avons maintenant l'OTAN engagée dans des attaques contre les forces nucléaires russes. Si vous êtes au haut commandement en Russie, vous devez vous demander pourquoi les pays de l'OTAN s'intéressent à la destruction de vos forces nucléaires. Il y a des raisons rationnelles pour lesquelles Zelensky le voudrait. Mais pourquoi l'OTAN? La situation est très tendue et ils essaient, surtout maintenant avec l'Allemagne en première ligne, de lancer ces attaques directes contre la Russie avec les missiles Taurus. Ils subissent une pression immense pour marquer un point maintenant. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais si des missiles Iskander commencent à s'abattre sur l'Ukraine, cela ne me surprendrait pas non plus. On considère que ça pourrait déclencher une riposte nucléaire. Imaginez si quelque chose avait mal tourné lors de ces attaques et qu'il y avait eu un incident nucléaire. C'est complètement insensé. C'est pour cela que c'est si surprenant. Parce que si l'on regarde du côté des politiciens occidentaux, des médias occidentaux, aucune contestation, rien. Et cela revient à la même idée que le Russiagate. Si vous contestez, alors vous êtes un poutiniste. J'entends cet argument dans les médias. Eh bien, on ne peut pas critiquer l'Ukraine pour se défendre. Pourquoi leur a-t-on permis de se défendre? Pourquoi ne peuvent-ils pas se défendre? Donc, même maintenant, critiquer les attaques contre les forces nucléaires russes est impensable. Si vous remettez cela en question, on vous traite de poutiniste, ou vous savez, d'allié de Poutine. Cette folie est vraiment... Oui, on dirait qu'on a hâte de se lancer dans une guerre nucléaire ici, et je pense que c'est un pas énorme dans cette direction. C'est assez terrifiant. Mais quand on ouvre les journaux ou qu'on écoute les politiciens, l'ambiance est presque à la fête. C'est une génération très irresponsable qui nous gouverne en ce moment, et je ne peux m'empêcher de penser que le Russiagate y est pour quelque chose. Absolument. Cela a criminalisé la diplomatie avec la Russie. Et c'est quelque chose que Stephen F. Cohen a averti à plusieurs reprises, que tout ce faux scandale accusant Trump d'être un agent russe et contrôlé par la Russie rendait la diplomatie impossible, et que cela allait avoir des conséquences désastreuses. C'est pourquoi Stephen F. Cohen a intitulé son dernier livre « Guerre avec la Russie ». Il est probablement sorti en 2019, oui, à peu près à cette période. Et c'est ce qu'il craignait que le Russiagate alimente. Et il s'est avéré avoir parfaitement raison. Et vous savez, votre question sur la plausibilité que l'OTAN n'ait pas été au courant de cette opération est particulièrement pertinente
à la lumière de ce récent article du New York Times qui se vante du fait que les États-Unis dirigent la guerre en Ukraine et aident à planifier toutes ces opérations contre la Russie. Ils veulent donc nous faire croire qu'il s'agit d'une opération qui aurait d'une manière ou d'une autre échappé aux services de renseignement américains et occidentaux. C'est difficile à croire. Je ne serais pas surpris que l'équipe Trump n'en ait pas eu connaissance, car il n'est un secret pour personne que l'équipe Trump, ou du moins Trump lui-même, n'est pas particulièrement enthousiaste à propos de cette guerre par procuration. Donc, cela ne m'étonnerait pas qu'il n'ait pas été au courant, ainsi que certains de ses principaux collaborateurs. Mais surtout, étant donné que la planification remonte à 1 an et demi, à l'époque où Joe Biden était encore au pouvoir, et où l'équipe de Biden salivait littéralement à l'idée de cette guerre par procuration, il se vantait ouvertement du fait qu'elle servait à affaiblir la Russie, sans se soucier d'ailleurs des conséquences pour l'Ukraine. J'ai vraiment du mal à croire qu'ils n'en auraient pas eu connaissance. Et oui, cela va sans aucun doute déclencher une réaction russe. Et ce qui m'inquiète avant tout, c'est ce que cela signifie pour l'Ukraine. Il y a eu un schéma tout au long de cette guerre. Chaque fois que la Russie subit un revers de la part de l'Ukraine, elle riposte plus durement contre le peuple ukrainien. Et c'est effrayant de penser à ce que cela pourrait devenir. C'est exactement le climat que l'affaire Russiagate a alimenté, en inculquant sans cesse aux gens la croyance que nous devons combattre la Russie là-bas, que nous devons mener une guerre par procuration contre elle. Et l'une des façons dont cela est réalisé d'ailleurs, exactement comme l'a fait Russiagate, c'est que le public n'est pas informé des éléments contradictoires. Donc, les informations qui remettaient en cause Russiagate ont toujours existé. Nous ne sommes que quelques-uns à être prêts à y prêter attention et à le documenter. C'est la même chose avec le récit dominant sur l'Ukraine, qui, comme tu l'as dit, est du genre « Pourquoi l'Ukraine ne pourrait-elle pas se défendre ?» Elle a été envahie. D'accord, c'est vrai. Oui, elle a été envahie. Et elle a le droit de se défendre. La question est de savoir s'il existe des alternatives diplomatiques raisonnables. Et avons-nous joué un rôle dans l'alimentation de cette guerre plutôt qu'en essayant de l'arrêter? Et la réponse est absolument oui. Nous avons sapé les accords de Minsk. Des responsables de l'OTAN se sont même vantés ouvertement que les accords de Minsk avaient servi à gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de renforcer son armée afin de combattre la Russie. Et bien sûr, de manière très fidèle, je pense que nous avons sapé les pourparlers de paix d'Istanbul, qui ont eu lieu il y a 3 ans, où un accord avait été trouvé, ou du moins les grandes lignes d'un accord, entre l'Ukraine et la Russie. Alexander Chaly, un haut négociateur ukrainien, a déclaré « Nous avons trouvé un compromis très réel. Nous savons ce qui s'est passé. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont opposés à cela. Et cette information, qui est essentielle pour comprendre la guerre en Ukraine, est complètement omise dans notre système médiatique. Même les médias dissidents ne la reconnaissent pas vraiment, alors que toutes ces informations sont disponibles. Combien de responsables ukrainiens ont maintenant admis publiquement qu'un accord de paix avait été trouvé, ou du moins les grandes lignes d'un accord? Il y a eu un compromis très réel, comme l'a dit Alexander Chaly. Mais combien de fois cela a-t-il été mentionné dans les médias occidentaux traditionnels? Pratiquement jamais. Oui, non, je pense que oui, vivre dans ce monde post-réalité, vraiment détaché de la réalité maintenant, on ne peut pas ignorer le Russiagate comme une source clé de tout cela. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. J'ai hâte de lire votre livre. Je m'assurerai d'acheter un des premiers exemplaires. Merci beaucoup. Merci Glenn, je t'enverrai un exemplaire. Thank you, Glenn. I'll send you a copy.